Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce 20h. Le ministère de l'Enseignement supérieur met la pression sur les promoteurs d'universités privées qui ne sont pas en règle. Eh bien, l'opération vise à assainir et garantir la qualité de l'enseignement. La commercialisation du coton préoccupe déjà les acteurs de la filière. Les structures impliquées dans la campagne accordent leur violon sur la réparation des pistes villageoises. Une loi pour réglementer la concurrence au Bénin. Le Parlement vient de doter notre pays de cet arsenal. C'est l'une des décisions ayant marqué la 5e session extraordinaire du Parlement. Merci et bienvenue à cette édition. Eh bien, les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur ne désarment pas face aux velléités d'ouverture anarchique des universités privées au Bénin. Eh bien, il s'agit d'assainir le secteur afin de garantir un centre d'excellence aux apprenants. Une équipe de la rédaction est allée sur le terrain pour faire le constat. Une équipe conduite par Alain de Suevo et Jules Akoiko. L'ouverture anarchique des établissements privés d'enseignement supérieur connaît en cette période de rentrée académique une recrudescence. Chaque année, les autorités de l'enseignement supérieur redoublent de vigilance. Jeudi 13 octobre 2016, c'est la commune d'Ifani qui accueille l'équipe de veille. Ici, il s'agit d'une extension non autorisée au Pomo International Business University. Voici un promoteur qui n'a reçu aucune autorisation pour ouvrir son établissement, qu'il a fait. Lorsque les informations sont parvenues à l'autorité, des missions ont été commanditées, ont été diligentées ici même pour amener le promoteur à rentrer dans l'ordre. Nous sommes rentrés de plein pied dans un nouveau départ fait de rupture avec les mauvaises pratiques et les mauvaises habitudes. Et il faut donc donner les bonnes habitudes à chacun de nous. Que les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur qui me suivent d'ici, depuis Ifani, se le tiennent une bonne fois pour dire. Maintenant que nous avons commencé, nous irons jusqu'au bout. À Porto Novo, au quartier Agbokou, c'est une situation d'une extrême gravité qui sévit au British American University BAU. Voici une maison, un promoteur qui n'a reçu aucune autorisation, qui n'a pas commencé le processus pour ouvrir une université. À notre grande surprise, nous avions vu des enfants de la maternelle et du primaire. On a souhaité voir si au moins les autorisations dans ce sens au niveau du ministère de l'Enseignement primaire, maternel, sont faites et obtenues. On s'est rendu compte que là encore, le promoteur n'a pas reçu d'autorisation. Les actions diligentes se feront d'une minute à l'autre une fois que les instructions seront données dans ce sens. À Cotonou, à Akwakwa, à l'Institut supérieur de management et de technologie, ISMT University, c'est un établissement qui a démarré ses activités sans autorisation d'ouverture, même si ses responsables ont obtenu l'autorisation de création. Ici aussi, les hommes du directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, d'EPES, n'ont pas hésité à mettre des scellés sur les portes. C'est un désordre terrible qui s'observe sur le terrain, comme ici au Pomo International Business University. Une extension installée dans un grand magasin avec des cloisons en contreplaqué servant de faculté. Les établissements du genre PIBU, Poma International Business University, pullulent à travers le pays. Cette action n'est pas un coup d'éclat, elle sera bien sûr suivie d'autres pour mettre de l'ordre dans la cité. Et avant de poursuivre cette édition, cette information, un affrontement ce vendredi entre les populations de Séméret dans la commune de Ouaké et les forces de l'ordre. Le bilan, 5 morts et des blessés. L'incident s'est produit à la mosquée centrale de Séméret. Un des candidats à l'élection du nouvel imam serait allé défoncer les portes de la mosquée centrale, bloquée depuis quelques mois par les autorités pour organiser la prière du vendredi. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les images donc, de cette actualité.
Eh bien, la décision portant suspension des activités syndicales sur les campus universitaires est approuvée et soutenue par la section Ouémé Plateau de l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement, réunie à Semampodi autour du député Justin Agbodiété. Les forces vives de cette alliance ont salué l'option faite par le gouvernement d'assainir l'environnement universitaire. Plus de détails dans ce reportage. Les cas de violence recensés sur les campus universitaires sont des actes suffisamment graves et c'est de la responsabilité du gouvernement d'agir pour ramener la quiétude. C'est la position défendue par l'Alliance nationale pour la démocratie et le développement dans le feu nourri des débats suscités par la décision de suspension des activités syndicales des organisations estudiantines. Face aux responsables des diverses entités de la section Ouémé Plateau de l'AND, le député Justin Agbodiété a salué la pertinence d'une telle mesure qui va dans l'intérêt de tous. L'université, ça doit être un lieu sain de recherche. Comment les étudiants peuvent aller ramasser des déchets humains, venir déposer sur la table, empêchant ainsi les collègues de travailler. Comment nos étudiants, certains étudiants, se permettent de se mener des machettes, empêchant les professeurs, les collègues qui veulent travailler, d'aller au cours. Pour nous, c'est une déclaration salutaire, une déclaration responsable. Dans une déclaration solennelle, la section Ouémé Plateau de l'AND exprime son soutien au gouvernement. Elle encourage à maintenir cette dynamique pour assainir le haut lieu du savoir qui continue d'être la vitrine intellectuelle de notre cher et beau pays. Ce haut lieu de savoir est devenu un champ de bataille et d'affrontement. Un gouvernement sérieux ne saurait rester muet. C'est pour tout cela que le gouvernement de la rupture, avec à sa tête son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, un bon père de famille, a décidé en toute responsabilité de la suspension des activités des associations estudiantines pour une meilleure réorganisation de celles-ci. La coordination AND des départements de l'Ouémé du Plateau apporte son soutien franc et sincère au gouvernement pour cette décision courageuse et responsable. Même écho au niveau de la section des jeunes du parti. Selon son porte-parole, l'heure est grave et il faut parer au plus pressé. On peut faire le constat tous ensemble que nos universités sont en proie à des groupuscules de personnes qui interdisent l'accès aux salles de cours au plus grand nombre. Et je pense qu'aucun régime démocratique digne de ce nom ne peut rester passif face à une telle situation. Pour la section AND Ouémé Plateau, toutes les dispositions doivent être prises pour faire de nos universités des pôles d'excellence dans un havre de paix. Une bonne nouvelle pour les forces de sécurité béninoises. La loi portant statut spécial des forces de sécurité publique a été rétablie. Une initiative du gouvernement du Nouveau Départ qui vise à donner aux forces de l'ordre les meilleures conditions de travail pour la sécurité des biens et des personnes. On propose d'écouter une réaction des responsables des douanes recueillie par Awa Sherif. Je crois en masse, il y avait une euphorie qui avait animé les agents de la police, des eaux et forêts, de la douane, suite à la promulgation de la loi portant notre statut spécial et à la prise des tests d'application. Mais cette joie a été de courte durée quand un jour nous avons appris que tous ces actes ont été retirés ou annulés par le gouvernement du président Talon. Les raisons qui étaient évoquées pour suspendre ou bien annuler ces tests, ces raisons étaient quand même des raisons objectives. La prise de ces décrets est intervenue
entre les deux tours est intervenu au moment de la campagne électorale. Et après l'appui de ces textes, il y a une forte publicité sur ces textes. Et les gens sont allés même à évaluer l'incidence financière. Alors c'est normal qu'un gouvernement qui vient d'arriver, que si ce gouvernement constate qu'il y a de la création des charges financières, que ce gouvernement puisse dire, il faut que je vérifie. Du moment de la suspension de ces tests jusqu'à leur remise en vigueur, la douane était dans un vide juridique parce qu'on n'était plus régi par un test. Il a dit qu'il va rétablir nos tests si c'est légal. Il l'a fait, donc nous ne pouvons que lui dire bravo. Si le gouvernement peut mieux faire pour améliorer nos conditions de vie et de travail, ce serait bienvenu et ce serait le plus beau cadeau. L'organisation Œil sur la Marina évalue la gestion du nouveau départ. C'est à travers une conférence de presse tenue hier à Cotonou. Blaise Adankbo et Ramatou Lavani reviennent donc sur cette conférence de presse. Ils sont jeunes et ils ont l'œil sur le gouvernement. À travers leur organisation OSM, entendez Œil sur la Marina, ils évaluent la gestion des 6 premiers mois du nouveau départ. En félicitant le gouvernement sur certains points, il dénonce 2 décisions dans le domaine éducatif. Si nous nous empressons pour saluer la baisse importante du délestage et la finalisation du découpage territorial ainsi que l'installation des préfets en dépit des réticences, le gouvernement, contre toute attente, décide de supprimer des centres universitaires et des universités ainsi que des lycées et des écoles primaires. De notre point de vue, rien ne justifiait un tel empressement qui semble prendre le contre-pied de la continuité de l'État. La décision du gouvernement d'interdire par décret les activités des associations et organisations estudiantines pour une période non déterminée. Cette décision pour nous est antidémocratique. Le conférencier évoque la situation économique du Bénin avec à la clé la chute du Naira qui fait des ravages. Notre ministère de la Planification n'a pas envisagé les conséquences de la chute de la monnaie nigériane et aucune étude prospective n'avait préparé les hommes d'affaires et les vendeuses de Tokpa, entre autres, à une telle éventualité. Notre bière, la béninoise, est en souffrance avec la rentrée en force de la bière nigériane Goldberg sur un marché visiblement non protégé. Les échos de Dantokpa ne nous rassurent pas et indiquent que le commerce de gros, de demi-gros et de détail se porte mal en ce moment. Évoquant toujours la question économique, l'OSM a souhaité que la lumière soit faite sur la table ronde de Paris et que les résultats des audits en cours soient publiés par le gouvernement. Et puis, les travaux de la 5e session extraordinaire du Parlement au titre de l'année 2016 se sont achevés hier à Porte-Nouveau par le vote de la loi portant organisation de la concurrence au Bénin, une loi qui devrait discipliner les commerçants véreux et instaurer une forme d'éthique dans les affaires dans notre pays. Et voyons le reportage de Guillaume Avieno. Dans mon pays, le consommateur est le plus lésé. La députée Sofiat Chanou voudrait comprendre pourquoi dans son pays, le consommateur est si vulnérable face à la cupidité de nombreux commerçants et opérateurs économiques. Une interrogation qui intervient en plein examen par le Parlement du projet de loi sur l'organisation de la concurrence en République du Bénin. Si elle venait à être votée à la faveur des travaux de la 5e session extraordinaire du Parlement au titre de 2016, cette loi devrait non seulement protéger le consommateur béninois, mais surtout relever le niveau de l'éthique dans les affaires au Bénin. Dans notre pays, la concurrence du secteur formel et du secteur informel tue sauvagement notre économie. Sauvagement, je le dis, puisque les études ont montré que sur les 100% de notre économie, le poids du secteur informel est autour de 72%. La situation est en effet préoccupante, d'autant plus qu'avec la chute de la monnaie nigériane, le secteur formel a du pain sur la planche. Nous aurons mis tous les douaniers, tous les gendarmes sur nos frontières. Nous, au Bénin, au moins, on sait que nous n'avons aucun moyen de nous protéger véritablement en termes de fermeture de nos frontières à l'arrivée des produits. C'est mieux d'organiser plutôt la lutte aux concurrence.
L'adoption d'une législation plus en phase avec les réalités socio-économiques de la sous-région ouest africaine résulte en réalité d'une volonté commune de l'UEMOA et de la Banque mondiale d'aider les États de la sous-région à mieux sécuriser leur économie. Même s'ils partagent les préoccupations de ces institutions et celles des autorités béninoises, les députés estiment que le test proposé corse un peu trop les sanctions. Il faut éviter d'étioler les initiatives d'affaires, font remarquer les députés. La première sanction comporte déjà des peines d'emprisonnement. Je trouve que c'est un peu dur. Avec la promesse d'intégrer les différents amendements et observations des parlementaires à la mouture finale du test, la loi portant organisation de la concurrence en République du Bénin est votée à la majorité des députés, sauf une abstention. Et puis préparatif de la commercialisation du coton au Bénin, les acteurs s'y attellent. L'AIC, le ministère de l'Agriculture et celui des infrastructures s'accordent pour régler la question de la réfection des pistes coton en état de dégradation avancée. Koudou Sablaï. Route Niki Kalalé, juste un morceau choisi. Des pistes devant servir à évacuer le coton des champs vers les usines. 7000 km de pistes à réfectionner sur l'ensemble du territoire national avant le 3 novembre, date du lancement de la campagne de commercialisation du coton. Le besoin aujourd'hui, c'est environ 7000 km, mais 7000 km auxquels il faut intégrer les ouvrages donc, de franchissement qui ont été à beaucoup d'endroits, à plusieurs endroits défoncés, emportés. L'association interprofessionnelle de coton tient à satisfaire les producteurs, payer les fonds coton avant les fêtes de fin d'année. Pas question que l'évacuation du coton soit un handicap au processus. J'ai expliqué au ministère de l'Infrastructure combien je me suis engagé vis-à-vis des producteurs à veiller à ce que le fonds coton leur soit payé afin qu'ils puissent avoir de quoi passer les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et pour que cela soit possible, il faut qu'ils vendent leur coton, qu'ils évacuent leur coton. Le ministère des Transports et des Infrastructures mesure l'ampleur de la tâche et rassure. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous allons passer les contrats avec nos directions départementales et le travail va démarrer très bientôt avec un financement déjà mobilisé. Les trois partenaires se donnent ainsi la main pour la réussite de la commercialisation du coton au titre de la campagne 2016-2017. Et puis partenaires sociaux et responsables du ministère des Infrastructures et des Transports se sont retrouvés autour de la table, c'était hier, à Grand Popo. Objectif utiliser le dialogue social pour résoudre les problèmes tout en préservant l'intérêt public, l'édition 2016 de la session ordinaire du comité sectoriel. Voici le reportage de Marie-Louise Perrin. Le ministre des Infrastructures et des Transports a initié la présente session pour recenser les divergences qui empêchent la synergie dans le déroulement des tâches quotidiennes. Le secteur des infrastructures et des transports, plus que d'autres, est un secteur dans lequel le dialogue social est plus que nécessaire. Aucun ingénieur ne pourra à lui tout seul conduire un chantier. Nous sommes dans un secteur où tout se fait en équipe. Tout se fait en se donnant la main. Et lorsqu'on est dans un secteur où on ne peut jamais faire les choses seul, on est obligé de discuter, de dialoguer. Ce dialogue, j'y attache beaucoup de prix, beaucoup d'importance. Les différents règlements, comment nous les mettons en œuvre, c'est sur ça qu'on va nous apprécier. Donc, parallèlement au dialogue, nous avons aussi des obligations de résultats. Je voudrais souhaiter que, tel que le ministre même l'a dit, que le dialogue soit permanent. Qu'ils sachent que nous sommes en partenariat et non leurs opposants. Et nous sommes obligés de les accompagner lorsque nous sentons cette ouverture. Mais lorsque nous constaterons que de leur côté, ils ne sont pas prêts, réceptifs, je crois que nous allons changer de fusil d'épaule. Outre la question du dialogue social, d'autres activités sont prévues à l'ordre du jour de cette rencontre. Il s'agit, entre autres, d'installer le nouveau bureau exécutif et de présenter le budget 2017 de ce département ministériel.
Les conseillers à la HAC et les cadres de l'institution se sont retrouvés cette semaine à Boycon pour un atelier d'appropriation des tests sur le code de l'information et de la communication et la loi sur le numérique. L'ouverture du séminaire a été présidée par Mme Bonitessi, président de l'institution. Gilles Dansou, Aurel Aplogan pour le reportage. Le code de l'information et de la communication et la loi sur le numérique seront passés au peigne fin au cours de ce séminaire. Des communications telles que les nouveaux défis de la HAC au thème de ces deux lois et aussi la problématique du financement seront abordées. À l'issue de ces deux ateliers que nous avions organisés ici même à Boycon, mais à l'hôtel Fifatin, nous avions retenu de commun accord d'organiser un autre atelier qui se chargerait d'identifier et de planifier les tâches découlant de l'appropriation de ces deux lois fondamentales sur la liberté de presse dans notre pays. Avec ces deux lois, la HAC se prépare au passage de l'analogique au numérique. La HAC doit donc se fixer des objectifs nouveaux à atteindre afin d'amorcer la migration de la radiodiffusion analogique au numérique d'une part et s'adapter à l'environnement juridique du Code de l'information et de la communication d'autre part. Mais comment la HAC pourra-t-elle atteindre ces objectifs si les conseillers, les cadres à divers niveaux ne connaissent pas l'immensité des tâches qui les attendent? Pour éviter que la HAC paraisse passive face à un tel défi, les séminaires sur l'appropriation des deux tests ont recommandé l'organisation d'un atelier qui va se pencher sur les différentes tâches qui en découlent. Notre institution, je le réaffirme encore, avec force et conviction, recèle en son sein les compétences utiles et nécessaires pour évaluer objectivement, déterminer méthodiquement et élaborer systématiquement les outils qui conviennent pour ce faire. Les conseillers et cadres de la HAC ont donc 3 jours pour étudier ces deux lois dans leur globalité. La communauté internationale a célébré cette semaine la 5e édition de la Journée internationale de la fille à Lokossa. Par exemple, cette journée a été célébrée en différé, mais a comblé les attentes des organisateurs. C'est une journée qui a permis de réfléchir sur les conditions des filles au Bénin et surtout dans les milieux ruraux. Et voyons le reportage de Cyprien Lokosso et d'Évariste Zoman. Il existe près d'1 milliard de filles dans le monde, selon les statistiques. Mais 700 millions de filles sont sous des menaces. Menaces basées sur le genre, les différentes formes de violence et autres inégalités sociales. Dans les pays en développement, je veux dire à l'exception de la Chine, une fille sur 3 se marie avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans. Les filles qui deviennent des épouses enfants sont privées d'éducation, plus exposées aux violences physiques et sexuelles et mettent au monde des enfants avant d'y être préparés physiquement et émotionnellement. Le cycle de violence commence dans l'enfance et se perpétue à l'âge adulte et d'une génération à l'autre. Au Bénin, des filles subissent aussi des violences. Les organisations Plan International Bénin, le Fonds français Muskoka, l'UNFPA et Gracid ONG, qui sont des artisans de la défense des droits des filles, ont saisi cette 5e édition de la Journée internationale de la fille pour attirer l'attention de tous sur le danger. Le thème de cette journée, progrès pour la fille égale progrès pour le développement, contribue à l'atteinte des objectifs pour le développement durable. Et nous ne pouvons pas rester en marge de cet événement-là. Nous avons initié cette rencontre des filles pour montrer que les filles ont du potentiel et qu'en les accompagnant, on pourra changer le monde en faveur des filles. Il faut faire respecter les droits humains. Il faut faire respecter les droits de la fille, parce que vous savez, la fille d'aujourd'hui sera la mère de demain. Et si le développement des pays doit se faire sans la femme, ce n'est pas évident qu'on puisse aboutir. Le préfet du département de Koufo voit lui aussi un danger si on n'accorde pas une attention sur les conditions des filles au Bénin. On ne se retrouve pas seulement pour fêter, seulement pour jouer, mais on se retrouve pour réfléchir de manière à améliorer les conditions de vie des filles. Leur scolarisation, leur santé, sur tous les plans, et puis
leur insertion dans la vie sociale pour que la cité soit mieux gérée. La 5e édition de la Journée internationale des filles s'est terminée par un match de football. Match ayant opposé l'équipe des filles de l'Okossa en maillot rouge et noir et celle de Klekame en jaune. L'Okossa remporte sur un score de 3-2. Le centre hospitalier départemental Monokufo dispose désormais d'un service des urgences mieux équipé. De 3 lits, le service passe à 8 lits. Le joyau a coûté environ 33 millions de francs CFA. Une réalisation sur fonds propres de l'hôpital. La cérémonie d'inauguration a eu lieu hier en présence des responsables de la santé et de la région et du personnel soignant. C'est l'aboutissement d'un vœu, selon le directeur départemental de la santé, le directeur du CHD et le représentant du maire. On les écoute sur les propos recueillis par Cyprien Lokossou et Évariste Zoman. Au moment où nous prenions service ici, nous étions venus avec un plan de développement du centre. Et dans ce plan de développement, il était prévu qu'il y ait un certain nombre d'infrastructures qui soient érigées dans le centre, histoire de permettre une meilleure condition de prise en charge de nos patients qui continuent de nous faire confiance et que je remercie d'ailleurs, et d'offrir des conditions adéquates respectant les normes aux prestataires de services. Donc c'est pour cette raison que, avec le personnel, le conseil d'administration qui nous a soutenus, les autorités à différents niveaux qui nous ont soutenus, nous avons essayé de serrer la ceinture pour pouvoir réaliser ce projet que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Au départ, c'était 3 lits pour un service du niveau départemental. Ça dit tous les cas qui dépassent les hôpitaux de zone sont référés au CHD. Et on n'avait que 3 lits. Donc ce n'était pas vraiment agréable au personnel, même aux usagers. Donc l'équipe du CHD a bien réfléchi. C'est vrai, les ressources sont très limitées, mais quand on priorise les choses, on arrive quand même à choisir ce qui est prioritaire. C'est un service qui était engorgé. Vous voyez un malade venir, un autre vient. Voilà, l'équipement ne permet pas de prendre en charge le premier venu. Le second arrive. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, les agents de santé sont désemparés. Le résultat, vous l'imaginez, c'est que fatalement, c'est des vies humaines que nous perdons. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le renforcement de cet équipement, nous aurons moins de casses. Ceux qui hésitent encore à venir au CHD quand ils ont des problèmes, je leur demande de venir. Et dès qu'ils ont des problèmes particuliers, de ne pas hésiter à appeler. Parce qu'il y a les numéros des membres de l'administration, des responsables de l'administration qui sont affichés partout dans la maison. Nous avons des boîtes à suggestions qui sont un peu partout dans la maison. Qui n'aient pas peur, nous sommes là pour les protéger et pour protéger aussi nos personnels. Un anniversaire, un an déjà, que le général Mathieu Kérékou s'en est allé. Le 14 octobre 2015, le peuple béninois a pris la nouvelle de la disparition du grand camarade de lutte. Alors, dès la mort du caméléon, des témoignages se sont succédés pour rendre hommage à l'homme, un homme qui est resté énigmatique dans la mémoire de nos compatriotes que celle des personnalités. Alain de Suovo en a sélectionné quelques-uns pour nous. C'est le souhait que chacun doit se formuler en disant « j'ai essayé de faire de mon mieux ». C'est vrai qu'il y a du bien comme il y a du mal. Ce que j'ai de bien, bon, ce que j'ai fait de mal, qu'on me le pardonne. Et à partir de là, je crois tout le reste, bon, ça appartient à l'histoire. Je crois que dans ce pays, nous nous connaissons, c'est une grande famille. Notre tour va arriver. Il faut préparer ça. Donc c'est tout à fait normal que nous venions aujourd'hui ici. S'il y a une lueur de réconfort à laquelle nous nous agrippons, cher général, c'est la certitude que le Bénin, notre pays, au-delà de la douleur de cette séparation physique, honore
un de ses dignes fils. C'est un grand homme panafricain. Il a su, au-delà de tout, imprimer la paix, la solidarité et au-delà, réunir toutes les communautés béninoises pour la paix et pour la construction de notre pays, le Bénin. Les mots ne sont jamais forts pour exprimer nos sincères compassions vers eux, mais comptez pour nous, côte monopathique, nos sincères sympathies, compassion envers eux. À la restitution des résultats de la conférence, le général est définitivement entré dans l'histoire avec ce mot magique. Je vous demande pardon. Le général est un génie politique. Nous implorons le Seigneur qu'il l'inonde de sa miséricorde infinie, qu'il l'accepte parmi ses élus et qu'il accorde à la famille, aux enfants, courage. Mon général, toutes les forces de défense et de sécurité, par ma voix, souhaiteraient profiter de cette occasion solennelle pour vous remercier. Pour les nobles et loyaux services rendus à la nation tout entière, mais également vous renouveler notre attachement à la patrie, à la neutralité politique. Et puis, capitalisation des 19 ans d'appui de la coopération suisse aux radios communautaires. Un atelier s'est pensé sur la question et a donc pu mettre à la disposition du public le fruit de ces expériences. L'atelier s'est tenu à Cotonou, bien évidemment. Et voici le point d'Hospice Antonou et d'Alessis Sewemon. 19 ans de fraternité, 19 ans d'appui de la coopération suisse aux radios communautaires. L'heure est aujourd'hui au bilan. Ce long accompagnement a permis de se réajuster au fur et à mesure, d'assurer l'appropriation et la consolidation et de permettre aujourd'hui d'avoir des radios socialement viables dont les services sont demandés par des millions de Béninois. La capitalisation de cette expérience de 19 années nous a permis de refaire l'historique de notre intervention et d'évaluer les résultats qui, de notre point de vue, sont positifs. Résultats positifs, cela n'a pas manqué. C'est d'ailleurs ce que confirme ici le directeur de Tukosari FM. En termes de capitalisation, on peut dire qu'il y a eu également le renforcement en matériel, que ce soit la dotation en groupe électrogène. Il y a eu la construction, par ailleurs, des bâtiments de l'intercommunalité. L'appui que nous avons reçu de la coopération suisse nous a permis aujourd'hui de nous stabiliser et de prévoir des instruments qui vont nous permettre d'aller de l'avant. S'agissant des radios communautaires, mon département est pleinement conscient des difficultés qui sont les leurs et s'emploie à les accompagner. Au regard des défis qui restent à relever, nous sommes persuadés que l'appui de la coopération suisse ne nous fera pas défaut. Avec la capitalisation des acquis, c'est la coopération suisse-Bénin qui vient d'être renforcée. Eh bien, ce journal va se refermer. Avant de nous séparer, le programme prévoit, à partir de 20h30, juste après moi, le magazine sans commentaire, le jeu Arène des champions et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windeck. Alors, prenez le rendez-vous du JT Soir, c'est tout à l'heure à 23h, avec Jérôme Hongbo. Et cette édition, vous pouvez la retrouver sur notre site www.ortb.bj. Merci de votre fidélité et à demain.